Salut, j'espère que vous allez bien à la maison. Toute nouvelle édition, très chargée encore une fois pour votre information. Sarah Maud vient nous confier les dessous derrière la lentille, elle qui est photographe professionnelle. Anne-Marie Faniel, chanteuse lyrique à portée internationale, est aussi propriétaire des Branchies Lunetterie. Toute nouvelle succursale ici à Laval. Elle sera avec M. Rodney Saint-Yo. Cathy Fortin, elle qui est directrice de l'école hôtelière et d'administration à Laval, viendra nous parler d'un beau projet que les élèves actuellement participent. Il y a Ariane Lacourcière, autrice, elle, missionnaire du droit, viendra nous faire la découverte de Jean-Pierre Ménard, avocat réputé. Nicolas Vincent Poirier vient nous parler du film Frisson 6. On va aussi revenir sur les Oscars qui avaient lieu dernièrement. Brian Perrault, lui qui est un auteur de best-seller, viendra nous parler des contes interdits, La bête du Gévaudan. Et Zéphyr Bielinski, qui est un artiste multidisciplinaire, très talentueux qu'on vous fait découvrir d'emblée. Je vous souhaite une très belle émission. Les premières peines d'amour sont souvent les plus dures. On sait qu'on s'aimera pas toujours. On prie pour que ça dure, puis on se demande pourquoi ça devait finir comme ça. C'est fascinant de l'entendre, comme vous avez vu dans l'extrait plus tôt avant d'ouvrir la conversation avec Zéphyr Bielinski qu'on a joint par la technologie. Salut Zéphyr! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, merveilleusement bien. Dis-moi, je le disais, c'est fascinant parce que tes origines sont notamment tunisiennes et polonaises, mais tu as grandi quand même en français, on le comprend très bien. Et pourquoi c'est important pour toi de choisir ce modèle d'expression de la langue française, là, dans à peu près, parce que tu es un artiste en plus multidisciplinaire, donc pourquoi la langue française, c'est si bon pour toi, c'est favorable pour toi dans le domaine artistique? Ben, je pense que d'abord au Québec, le français, c'est un peu notre liant commun. Donc, si on veut s'exprimer, si on veut porter un message qui soit fort et qui s'ancre dans notre histoire commune, c'est important de le faire en français. Et aussi, je pense que le français en tant que tel, c'est une langue qui dépasse quand même les frontières. Tu sais, la francophonie s'étend partout pour de multiples raisons, mais je trouve qu'il y a dans l'expression française une sorte de côté universel. Puis je suis aussi né dans cette langue-là, donc c'est pas trop un choix pour moi. C'est la langue qui me vient naturellement, c'est ma langue maternelle. Donc, généralement, quand c'est la langue maternelle, ben, on trouve mieux les mots, on a mieux les façons de s'exprimer. Ça n'a jamais été vraiment une question, en fait. Ça n'a pas été un choix. Ça a plus été instinctif. Oui. On dit souvent que évidemment, la langue française est très, très riche et on voit que toi, tu as un talent qui, justement, est très, très fascinant, très riche aussi, dans le sens que tu es un artiste multidisciplinaire, je le disais. Notamment, on te sait auteur, compositeur, interprète, mais aussi on a pu t'entendre ou participer à des différentes productions télé aussi. De quelle façon, justement, crois-tu que autant se penchant pour d'être comédien, d'être acteur et d'être auteur, compositeur, interprète se rejoint? Est-ce qu'il y a un point de rapprochement qu'on peut faire avec ces différents talents-là que tu as? Ben, pour moi, c'est le même exercice. C'est sûr que ça a toujours été une question, puisque je fais plusieurs disciplines, de savoir quel message porter dans quel médium. Mais je pense que plus le temps avance, plus je réalise que c'est des barrières qui sont un peu qui sont solubles, dans le fond. Donc, quand je joue un personnage, je joue le texte de quelqu'un d'autre, mais c'est les mêmes sensations, c'est les mêmes émotions que quand je livre un de mes textes, que quand je livre une chanson. Je pense que c'est juste différentes disciplines techniques qui vont amener différents types de textes. Et mes chansons vont souvent partir de quelque chose de plus personnel, parce que je pense que quand j'écris de la musique, en général, ça vient d'un endroit qui peut se tourner vers les sentiments. Alors que mes slams sont plus revendicateurs et quand je joue un personnage, ben, c'est les mêmes émotions, mais qui transparaissent au travers de quelque chose de différent. Et pour moi, c'est une seule et même chose. Oui, et ce qui est assez aussi incroyable, c'est ton parcours qui n'est pas banal. Je regardais ta feuille de route, 20 ans seulement, et déjà, quand même, ça promet pour demain, notamment en 2022, demi-finaliste à Granby, qui est un des plus importants festivals de la chanson, de la francophonie au monde. Qu'est-ce que tu as appris à Granby lors de ton passage que tu retiens, que tu peux nous dire spontanément? C'était vraiment fabuleux comme expérience.
C'était 2 semaines passées à Granby cet été et en fait, je dirais que c'était plus le trip de gang, le côté d'être avec, je pense, aux 24 autres musiciens et on créait constamment. C'est des grosses soirées. C'est du monde de partout à travers le Québec, puis même à travers la francophonie canadienne. Fait qu'il y avait vraiment un échange qui faisait qui était super intéressant. C'était vraiment pas tant une compétition de ce point de vue-là. Et en plus, comme je suis passé à l'étape suivante, c'est-à-dire que je suis aussi devenu finaliste après ça. Donc, c'était merveilleux. C'était vraiment des expériences de scène. Pour moi, c'était une première, tu sais, à arriver sur une grosse scène comme ça, jouer mes propres chansons. C'était un peu intimidant, mais ça m'a apporté tout le bagage nécessaire pour ensuite avoir la confiance de livrer ces chansons-là et ces textes-là ailleurs. Et j'ai vu d'ailleurs, parce qu'on peut retrouver, on le voit à l'instant à l'écran, là, évidemment, quelques bouts de ce que tu sais faire. Les gens qui sont curieux pourront, après notre conversation, aller sur YouTube notamment. On peut facilement retracer justement ton passage à Granby ou d'autres plateformes sur lesquelles tu t'es exprimé, sur YouTube notamment. Mais c'est sûr qu'il y a pour moi une fascination aussi pour ton intelligence, ta façon de présenter tes chansons, mais aussi de faire cette espèce de fil conducteur avec chacune d'entre elles. Tu accordes vraiment un soin à chaque mot qui est pesé, qui est sous-pesé, qui est vraiment très réfléchi. Et est-ce que tu peux me parler justement pour toi ta vision d'un spectacle éventuel, là, si les gens veulent te voir à la suite de notre conversation, est-ce que c'est autant pour toi, autant musicalement que sur le plan des textes, c'est aussi important ou il y a cet équilibre-là? Parce qu'on dit souvent que pour rentrer dans une chanson, il y a la musique, mais on y reste par les textes. Si tu peux me parler de cette façon-là, de cette façon de réfléchir là-dessus. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que comme j'ai quand même une approche, je pense que je suis d'abord arrivé par la poésie à la chanson. Et donc, pour moi, c'est d'abord les mots qui font émerger la mélodie. Je pense que c'est important pour moi de construire quelque chose qu'un spectacle qui soit cohérent, que ce soit dans un slam ou que ce soit dans un spectacle de musique. Pour moi, l'important, c'est de vraiment emmener la personne qui m'écoute à suivre un fil. Je trouve qu'en général, parfois dans des spectacles, quand on se perd et qu'on fait juste que c'est juste le côté des chansons, parfois c'est moins intéressant. Moi, j'aime ça proposer quelque chose qui soit uni. Puis je trouve que ça emmène aussi des émotions qui sont différentes. Je pense que moi, ce que je voulais faire à Granby, c'était amener les spectateurs à vivre une sorte de rupture du point A au point B. C'est sûr que si tu les lis pas, si tu les emmènes pas avec toi dans tout ce chemin-là, ça se peut qu'ils décrochent, ça se peut qu'ils ressentent pas exactement comment tu voulais qu'ils ressentent. Et pour moi, encore une fois, c'est assez instinctif. Et j'écris mes textes comme ils viennent de cette pulsion-là, de juste communiquer des choses. Et donc, pour moi, ça aurait été un peu impensable de juste emmener des chansons sans essayer de les aiguiller. Ouais. Et ça tente-tu de nous aiguiller? Ça tente-tu de nous faire un bout? Là? Je pense qu'on est là. On veut entendre un peu le fruit de ton travail. Si tu peux nous faire peut-être un spontané, un slam spontané, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit présentement? Là? Oui, j'ai écrit un slam il n'y a pas longtemps. Je peux peut-être vous le lire. Ben ouais, allez-y. Vas-y. On t'écoute. Les avez-vous vus, vous, ces gros monstres bleus? Ouais, gros monstres bleus, ben baveux, ils barouettent tout ce qu'il y a autour d'eux. Les avez-vous entendus? Je vous souhaite pas. À ce qui paraît, quand on l'écoute, tout ce qui est en vert devient en droit, tout ce qui est ta mère devient à moi, tout ce qui est hiver devient lilas. Quand on l'écoute, on perd la carte. Quand on l'écoute, hey, tabarnak, on se déboussole en un quart d'heure. Grosses bêtes comme des bulldozers, qui abîment tout, mangent pas leur croûte. Sale monstre bleu, s'accapare tout. Coûte que coûte, croûte pour croûte, et tous contre eux, gros monstres bleus. Ouais, j'ai peur de ces immenses colosses, couleur ciel, baleine à bosse, qui traquent de leur instinct féroce comme un petit chien cherche son nana. Vous êtes sûr que vous en avez jamais entendu parler? Même pas évoqué, susmentionné, ni critique, ni outrage au fin fond d'une note de bas de page. Pourtant, dans les éditoriaux, on annonce la fin des temps. Les gros monstres avec leurs sabots, ils arrivent en ville comme des tyrans. Ouais, les chroniqueurs, ils capotent sur leurs big boots et leurs grosses bottes, des dictateurs en couche culotte 2012 et puis Pol Pot, carré rouge autodafé. Nos chroniqueurs, ils aiment varloper la grosse gueule déconcristée de nos monstres poivrés, matraqués. Des gros bonhommes d'opinion au carnaval, des idées fausses, des idéaux, des caniveaux qui aiment haïr les gros bobos de nos mébites sous assaut. Wow.
voilà, c'est peut-être je peux vous faire cet Hey, extrait-là. impressionnant, wow! Il nous reste 30 secondes. Album, quand on pourra voir ça? Est-ce qu'il y a des spectacles à surveiller? Plug-toi, là. OK, c'est le moment promotion. Oui. Le 17 mars prochain, vendredi, j'ai un spectacle à la marche à côté avec mon duo musical Confiture. Donc, on fait de l'impro musicale. C'est assez différent que ce que je propose aujourd'hui. Mais si vous voulez me voir en spectacle, c'est le plus proche que ça peut être. Pour ce qui est de la musique, pour l'instant, c'est comme sur le côté. Là, j'attends de pouvoir proposer quelque chose de plus gros. Et sinon, côté slam, le 24 mars prochain, je vais être au Moulin à Parole, au Cégep de Rosemont, où je vais lire un petit slam sur la langue française aussi. On sera là. Fait le tour. Merci à toi, Zéphyr, et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Le domaine de la photographie n'a pas de secret pour elle. C'est une photographe journaliste et aussi ambassadrice pour Nikon Canada. Sarah Maud, salut! Salut Alex. Content de te retrouver. Moi aussi. Première chronique cette année ensemble. Et tu voulais démystifier un petit peu quels sont les différents styles de photographie. Pourquoi choisir tel genre? On n'a qu'à penser quoi? Architecture, portraitiste? Ben, en fait, dans la photographie, je vais établir, disons, les thèmes les plus courants. C'est-à-dire, là-dedans, on peut y trouver l'architecture, le portrait, les paysages, la nature. Même sur le plan culinaire, peut-être? Oui, le culinaire, la macro-photographie aussi. On a les voyages, l'événementiel, tout ce qui est spectacle, show, mariage. Qu'est-ce que c'est la macro? Attends, laisse-moi revenir. On a aussi le sport, puis on a aussi la photographie animalière. Donc, Okay. pour répondre à ta question, la macro-photographie, c'est vraiment la photographie des petites espèces. C'est vraiment d'aller chercher, de zoomer dans un élément, comme par exemple souvent les insectes ou même les fleurs, les pétales de fleurs et tout ça. C'est vraiment... des micro-détails. C'est des micro-détails. C'est vraiment presque de la microbiologie, mais version photographique. Quand même intéressant. Et toi, tu as choisi d'être portraitiste dans la vie. Oui. Et pourquoi particulièrement ça t'a fasciné? Parce que tu aurais pu opter pour, tu l'as dit, il y a tellement de possibilités dans le domaine de la photographie. Là. Bien, absolument, mais en fait, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que quand on veut devenir photographe, on se pose la question, OK, mais qu'est-ce que je veux photographier? C'est quoi qui va devenir sur le long terme, dans quoi je vais me spécialiser, par exemple? Donc, moi, je suis devenue portraitiste parce que je me suis rendu compte avec le temps que, de toute façon, j'avais toujours aimé les êtres humains. Pour moi, ça a été vraiment la connexion. Un être humain, pour moi, c'est vraiment un univers à part entière. Donc, ça me permettait de rentrer encore plus en contact avec l'être humain. Mais je ne l'ai pas su tout de suite nécessairement en partant. Parce qu'il y a une erreur à ne pas faire quand on commence, c'est de s'éparpiller. C'est correct de toucher à tout, mais moi, évidemment, comme j'étais en news, en photojournaliste, j'ai touché à peu près tous les éléments que je t'ai donnés tantôt, à part la macrophotographie. J'ai touché à presque tous les éléments. Donc, je me suis royalement éparpillée et j'ai réussi à tout faire. Mais en bout de ligne, et ça, c'est un bon truc pour ceux qui se posent des questions par rapport à la photographie, c'est qu'en fait, c'est ce qui devient redondant dans ce qu'on fait. C'est les trucs qu'on met, c'est qu'on poste sur les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce qu'on aime le plus faire, qui revient régulièrement. Pour moi, c'était l'être humain, c'était l'animalier, c'était le paysage, les voyages, et surtout, ça revenait toujours aux gens, aux personnes. Et donc, c'est comme ça que j'ai su que j'aimais le portrait et que je voulais devenir portraitiste. Est-ce qu'au sein même, par exemple, là, parce qu'évidemment, le cas échéant, on va parler tout de suite de ton domaine parce que tu es une professionnelle en plus de ça. Est-ce qu'au sein même, par exemple, d'être portraitiste, il y a différentes tentacules, il y a différentes, tu comprends là où je veux en dire, est-ce qu'il y a différents types de portraits aussi auxquels on peut étendre encore davantage aussi notre expertise et explorer le domaine d'être un photographe portraitiste? Bien, à partir du moment où il y a un être humain, je pense qu'on peut tout explorer. Tu sais, par exemple, je te dirais, il y a la mode. La mode, étrangement, on peut explorer le corps féminin aussi, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Si c'est plus le corps qui t'attire ou le physique, tu as le reportage aussi, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, leur métier. Donc, c'est plus par rapport à ce qui passionne les gens. Tu as juste le portrait aussi, comme moi, par exemple, j'aime beaucoup aller chercher l'émotion puis aller chercher la transparence et l'authenticité chez quelqu'un. Et j'aime bien combattre l'ego aussi d'une personne. Donc, ça, c'est mon gros trip à moi, là. Mais tu sais, il y a plein... Oui, en fait, dès qu'il y a un être humain, tu as plein de possibilités à faire. Mais il y a différentes lumières aussi, studios, dans la rue et tout ça. Là, parce que je voyais récemment un photographe que je suis sur les réseaux sociaux et qui était du côté de l'Ukraine pour décrire les atrocités qu'on voit. Tu parles de Martin Chamberlain? Notamment. Puis justement, ça, est-ce que ça en est... Martin Tremblay. Martin Tremblay, oui. Est-ce que ça, c'en est un type de photo... c'est du photojournalisme, mais je veux dire, c'est quand même des humains qui ont décrit des émotions. Ça peut être
variante de ça, là. Pour moi, c'est même pas une variante. En fait, c'est que tu mets l'être humain dans son contexte et tu parles à travers la photographie, tu montres à travers la photographie ce qui se passe chez l'être humain, dans son univers. Donc, c'est vraiment une mise en contexte. C'est un photoreportage. Ouais. Donc, tu rapportes ce qui se passe avec des émotions et aussi des difficultés, mais aussi dans ce qui c'est pas nécessairement toujours la guerre, ça peut être aussi quelque chose de merveilleux, quelqu'un qui tripe sur sa passion. Donc, c'est vraiment, c'est ce que j'aime du photoreportage, c'est de vraiment arriver sur une série d'images, sur un milieu, sur une aventure que tu vis dans un contexte, à faire ressortir l'être humain et le contexte, l'histoire de tout cet être humain-là. On en voit un petit peu depuis qu'on jase à l'écran, évidemment, de tes photos, mais moi, je voulais te demander, est-ce qu'il y a, au sein même, par exemple, comme toi, quand tu fais tes portraits, est-ce qu'il y a un type d'appareil, est-ce qu'il y a un type de procédé technique qui est un peu souvent utilisé, les codes de base pour faire des photos, ou au contraire, là, c'est la créativité, il n'y a aucune limite pour être portraitiste, là, en ce sens que chaque secteur de photographie comme culinaire, il y a des lignes baromètres à respecter, ou ce n'est pas le cas quand on prend l'exemple d'être portraitiste? Bien, à mon sens, à moi, le portraitisme permet beaucoup plus de liberté parce que tu peux décider d'utiliser un très grand angle qui va déformer complètement quelqu'un ou alors aller chercher un téléobjectif qui, lui, au contraire, va compresser les lignes, va affiner la personne. Alors qu'en culinaire, je pense, et peut-être que je me trompe parce que c'est moins mon domaine, mais je pense qu'en culinaire, on veut quand même, c'est plus au niveau de la lumière et qu'on va aller chercher. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de créativité partout. Tu sais, il n'y a pas de limite. C'est ce qui est le fun en photographie. Il y a des limites de technique, mais c'est intéressant d'aller chercher toujours un nouvel angle. C'est ça qu'on veut en photographie. C'est un peu d'aller faire ce que les autres n'ont pas fait encore, puis d'aller chercher, réinventer la roue un peu inconsciemment, on aimerait ça. Oui, ni plus ni moins. Et, en tout cas, moi, j'aimerais ça. En tout cas, je pense que tu y arrives drôlement. Non, mais c'est sincère parce qu'on connaît ton savoir-faire. Tu es avec nous depuis plusieurs saisons. On a vu aller vraiment beaucoup. Puis ce que j'aime beaucoup aussi de toi, c'est justement je reviens parfois avec ça lors de nos conversations, mais c'est justement cette façon pour toi non seulement d'avoir la créativité, le talent, mais de mettre les gens tellement à l'aise rapidement et de savoir comment connecter avec les gens. Cette sensibilité-là humaine, ces capacités humaines-là, qualité humaine-là, devrais-je dire, c'est pas tous les photographes qui l'ont. Et toi, tu l'as intrinsèquement. Donc, ça contribue à faire d'une image quelque chose d'unique et de fort aussi. Bien, ça dépend encore. Oui, merci. Tu sais, je pense que oui, mais on a tous nos forces et nos faiblesses. Tu sais, par exemple, tantôt, tu parlais de la guerre et du photoreportage et tout ça. On a moins d'interaction en photoreportage parce qu'il faut laisser l'être humain vivre dans son univers. Alors qu'en portrait, on va diriger plus le sujet. Tu sais, moi, si je suis pas en forme une journée, il faut que je me donne un petit coup de pied quand même pour aller chercher ça chez quelqu'un. Tu sais, sinon, ça va juste être plate comme photo. Donc, tu sais, il y a toujours un travail sur tout à faire. Puis en photoreportage, par exemple, qui est encore dans l'humain, si on reste dans l'humain, là, on est beaucoup plus observateur, mais on est dans l'action en même temps. C'est assez... moi, j'adore le photoreportage. En tout cas, ça te va très bien. Les images qu'on a pu voir tout au long de la chronique. On invite aussi les gens à aller voir au bas de l'écran à ce moment-ci ton Instagram, à te suivre aussi de manière professionnelle sur les réseaux sociaux. Je rappelle que tu es bien sûr photographe journaliste et bien sûr aussi ambassadrice pour Nikon Canada de Sarah Maud. À bientôt. Merci beaucoup d'être passé dans Ça me fait plaisir. Alex, sont beaux vos nouveaux studios, c'est le fun? On a une belle ambiance chaleureuse. Tu nous prendras en photo? Quelle bonne idée. À bientôt. Bye. Salut. C'est tout nouveau chez nous sur le territoire lavallois, une nouvelle succursale de cette réussite québécoise du domaine de la lunetterie. Je pense que vous connaissez peut-être pas je vais me permettre en espagnol, le Success Stories, mais je suis vraiment content de pouvoir accueillir soit le franchisé ici à Laval des branches, donc il y a des branches de lunetterie, les branchés de lunetterie plutôt, M. Saint-Rodney et aussi copropriétaire aussi également de ces franchises. C'est Mme Anne-Marie Faniel, artiste aussi de pointure internationale, qu'on connaît comme chanteuse lyrique. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être là. Merci à vous. Et pourquoi c'est important? Ce sera ma première question très spontanée, mais de s'implanter parce que c'est la première franchise, première succursale ici dans le Grand Montréal. Et pourquoi c'est important pour vous d'être à Laval? Bien, écoutez, on a plusieurs succursales au Québec, les branchés lunetterie. On a 4 succursales au Québec depuis plus de 22 ans maintenant, OK? Et ça fait quand même une bonne dizaine d'années
on nous demandait des franchises et puis, ben, on refusait les franchises parce qu'on voulait avoir des gens qui se collent à nos valeurs, qui se collent à nos principes, qui sont un peu différents, on va dire ça comme ça. Et il y a donc Yo Saint-René a travaillé pour nous, son optique, il travaille pour nous depuis déjà 2 ans. Donc, on connaît ses valeurs, on connaît son implication. Et ben, il y a à peu près 6 mois, il nous a demandé, est-ce que je peux être votre premier franchisé? Et à cause de l'expérience qu'on a eue, puis on sait que c'est un homme de cœur, c'est un homme de valeur, c'est un homme qui est honnête fondamentalement, eh bien, on a décidé de partir l'aventure des franchises. Alors, c'est le premier d'une longue série de franchisés et on s'est, puis étant donné, bon, c'est organique un peu cette décision-là de s'être implanté à Laval. Monsieur habite Laval. Ouais. Donc, évidemment, c'est un peu naturel. Ouais. Et puis, on a une franchise à Montréal, pas une franchise, mais une succursale à Montréal, une succursale à Blainville. Mais, évidemment, on part à Laval. De toute façon, plus il va y avoir de gens branchés, mais ça va être pour nous. C'est ça. Et d'ailleurs, peut-être nous dire qu'est-ce qui est, comparativement à d'autres lunetteries qu'on connaît, là, bon, que représente, quelles sont les distinctions, comment pour les gens qui vont chez vous, peut-être... Qu'est-ce qu'on a de différent? Ben, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est le service? Est-ce que c'est les lunettes? Bien, écoutez, pour faire un résumé, les branchés lunetterie, c'est une lunetterie qui est totalement atypique. Pourquoi? Parce que c'est des montures de créateurs, OK? Donc, création québécoise, certes, mais pas que, OK? Donc, des montures de créateurs, donc du haut de gamme, autant sur les montures que sur les verres. Mais le principe, c'est qu'on est de 100 à 500 $ en bas du prix du marché sur du haut de gamme. Ouais. OK? Donc, c'est complètement à l'envers du marché, vous comprenez? Également, on offre un service de stylisme visagisme gratuit, mais professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client arrive chez nous, il est pris en charge instantanément par un styliste. On analyse la forme de son visage, couleur de peau, cheveux, yeux. On sort tout ce qui est pertinent pour lui dans des styles différents, puis le client choisit ce qu'il veut camper. Mais ce qu'il va choisir va lui aller parfaitement. Donc, dans les bonnes formes et les bonnes couleurs. Et vous avez dit, entre autres, 400, 500 $ de moins, par exemple? Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, monsieur, quand même. Oui. Malgré quoi que des fois, okay. Non, mais d'ailleurs, comment on arrive à avoir des prix qui sont en bas d'autres lunettiers populaires, par exemple? C'est un choix de philosophie. En fait, il y a 22 ans, mon époux et moi, Patrick Bolduc, qui est copropriétaire avec moi des branchés lunetterie, on s'est dit, en fait, c'est une question de valeur. On a tellement d'espace au niveau des profits usuels sur une paire de montures que c'est très facile pour nous d'offrir un prix équitable et de faire de l'argent quand même. On n'a rien contre l'argent. Ça dépend comment on le fait. Oui. Voilà. Puis, est-ce que, donc, c'est des produits faits à la main, je pense aussi? Ma collection, qui est la collection Faniel, donc des montures artistiques Faniel, qui est vendue à travers le monde, pas que chez les branchés lunetterie. Hein. On est maintenant rendu à 600 points de vente aux États-Unis. Cette collection-là, qui était faite à la main avant en France, j'ai rapatrié la production ici au Québec et ça fait maintenant près de 4 ans. Donc, on est à Valmorin et on fait des lunettes d'acétate recyclé, un procédé que j'ai mis sur pied il y a 15 ans. On utilise toutes les retailles d'une lunette et on refait de la lunette à l'infini avec cette matière-là. Exactement. Et donc, on fait de la monture unique et exclusive qui est faite chez nous, au Québec, à la main. Là, vous avez des lunettes les deux. Oui, monsieur. Bon. Là, est-ce que c'est des modèles qui font partie de vos collections? Oui, absolument. Mettons, là, on jase. Là, vous nous présentez les modèles que vous avez. Là. Les gens là, sont séduits, voient à l'écran ce qu'on a tourné lors de l'ouverture récemment à Laval. Présentez-nous, par exemple, les montures que vous avez actuellement, là, les modèles que vous avez, là, si vous voulez. Là. Bon, écoutez, ce que porte maintenant Rodney, si peut-être la caméra veut prendre Rodney. On le voit présentement. Là. Donc, c'est un modèle qui est unisexe, c'est la Bartolo. Et la couleur s'appelle Kaleido. Pourquoi Kaleido? Parce que ça fait penser à un kaléidoscope au niveau de toutes les couleurs. Et donc, sur sa peau à lui, vous comprendrez que le bleu, le jaune va ressortir superbement bien. C'est un complémentaire direct. C'est pour ça que c'est beau, OK? Alors, ça va ressortir parfaitement bien. On a la bonne largeur. Là, il est parfaitement centré également. Et c'est une monture qui est faite à 100% d'acétate recyclé. Ouais. Donc, on a pris les retailles de plein d'autres montures qu'on a fait, on les a rebroyées et on les a refaites à l'infini. Puis votre monture aussi, c'est le cas? Ma monture, non. Ma monture, elle, n'est pas faite au Québec. C'est du métal. C'est dans nos projets. OK. Dans nos projets futurs. Et elle est faite en Asie, mais c'est la plus haute qualité qui est faite en Asie. Donc, c'est de l'acier inoxydable, double-plated, donc ça ne perdra pas de sa couleur, ça ne perdra pas sa brillance. D'ailleurs, celle de M. Rodney non plus ne perdra pas sa brillance parce que
Avec le procédé de fabrication, cette monture-là a passé une semaine dans des barriques de billes de bois différentes, avec des pâtes différentes, pour obtenir le lustre que vous voyez naturellement. Ça veut dire que cette monture-là ne va pas blanchir, ne va pas ternir, ne va pas briser au bout de 6 mois, vous comprenez? Oui. C'est ça la qualité, c'est que ça dure longtemps. C'est intéressant, cette conversation-là. Et comment vous employez de gens ici à Laval? Là, ça crée quand même des emplois, votre arrivée ici. Là. Mais absolument, parce que pour nous autres, comme Anne-Marie l'a dit, c'est plus les valeurs qui nous intéressent. Et les valeurs, on parle de partage, d'acceptation du prochain, on parle de simplicité, on parle de joie et de paix du cœur. Parce que pour nous, c'est le maître mot, c'est ce qui est plus important. Et parlant d'emploi, ben, les branchés lunetteries ont toujours eu les bras ouverts, ont toujours accueilli du monde qui veulent vraiment travailler, qui veulent vraiment s'impliquer. Et ils retiennent des personnes qui s'imbriquent dans leur philosophie, c'est-à-dire la philosophie de recevoir le client avec le sourire. Comme toute personne, il faudrait que le client se sente chez lui, parce que c'est l'une de nos préoccupations. Et elle l'a si bien souligné, le service de stylisme, c'est un bon 40 à 45 minutes avec le client, comme si on était des amis, comme si on jasait, mais en même temps, par-dessus tout, il y a le professionnalisme aussi qui ressort. Oui, voilà naturellement. ouais. Et là, on a encore à peu près 45 secondes ensemble, Mm-hmm. Madame Faniel. Vous êtes copropriétaire, on le parlait de toutes les franchises, c'est une réussite québécoise, c'est un fleuron québécois qu'on peut même dire maintenant. Vous employez plusieurs j'imagine, centaines de personnes avec toutes les succursales, la fabrication, tout ça. Quelle est la prochaine étape de développement pour vous, là, quand on met ça sur un échéancier court-moyen terme? Court-moyen terme, très court terme, distribution aux États-Unis. On s'implante aux États-Unis avec un point de vente directement aux États-Unis. Donc, vraiment, ça va être Faniel qui va s'implanter aux États-Unis et non les branchés. Pour ce qui est des branchés, les franchises vont voir le jour, c'est-à-dire vont fleurir. On a déjà plusieurs autres demandes qui sont déjà arrivées, donc il va y avoir plusieurs franchises les branchés. Et puis, on s'en va chercher, au niveau de Faniel, on s'en va chercher le marché japonais et européen. Et peut-être quoi, faire un jingle publicitaire avec votre voix? Absolument, absolument. Pour vanter évidemment un peu les branchés. On peut même commencer tout de suite, si vous voulez. Est-ce qu'on peut faire ça comme mot de la fin? Non. Hey, merci à vous. Merci, ça a été très agréable. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Magnifique initiative qui est effectuée par l'École hôtelière d'administration de Laval. Et ça, c'est conjointement porté aussi avec la tablée des chefs. J'ai avec nous la directrice générale justement de l'école ici à Laval, Cathy Fortin. Bonjour. Bonjour. Justement, cette opération-là, racontez-nous ce point de départ parce que vous allez livrer, je pense, 5000 repas échelonnés sur quelques semaines. Auprès d'organismes, en fait, comme Moisson Laval ici, là, au cours des prochains jours. Exactement. Donc, il y a des denrées qui sont données par la tablée des chefs. Nous avons une 60aine d'étudiants avec environ une dizaine d'enseignants qui sont en train, au moment où on se parle, de confectionner 5000 repas pour les familles lavalloises qui sont dans le besoin. La tablée des chefs, au fond, a des belles valeurs et on partage ces valeurs-là, c'est-à-dire d'amener à rassurer les gens au niveau de l'insécurité alimentaire, mais aussi d'éduquer les jeunes à une bonne alimentation et de faire la nourriture soi-même. Donc, c'est des valeurs qu'on partage évidemment à l'école et avec la tablée des chefs. Et est-ce qu'il y a une façon de sélectionner, par exemple, les familles qui se sont vues livrer ces repas-là ou qui vont se faire livrer ces repas-là? Est-ce que c'est fait? Ces familles-là sont sélectionnées par Moisson Laval. Donc, c'est les gens qui sont le mieux, je dirais, au courant des familles dans le besoin. Oui. Et bon, 5000 repas, ça évite le gaspillage, on va se le dire aussi, là, par le fait même. J'imagine que cette initiative-là a aussi un impact sur vos élèves. Parce que concrètement, ils doivent en apprendre au contact, puis c'est un apport aussi, c'est une implication sociale de leur part aussi. Là. Exactement. Donc, c'est ce qu'on veut leur montrer, que dans la vie, il faut aider les moins bien nantis. Alors, aider à ces familles-là. Et c'est des moments où c'est une grosse production. Donc, on leur montre en même temps c'est quoi la réalité de faire autant de repas pour autant de familles. C'est ça. Donc, de faire connaître un petit peu plus l'envers du décor ou être derrière les fourneaux, la broue dans le toupette, mais à des causes, à des fins, évidemment, de bienveillance et de donner au prochain, de donner au suivant. Évidemment, votre école, c'est multitude d'élèves qui sont passés chez vous, qui sont maintenant des jeunes professionnels qui gagnent leur vie, qui sont des résidents de Laval. Vous avez plusieurs programmes. Peut-être important de les rappeler parce qu'actuellement, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
Et les programmes que vous offrez, ce sont tous des secteurs d'activité et d'emploi dont on cherche beaucoup de gens, là. Donc, à l'École hôtelière d'administration, nous avons 11 programmes différents. Nous en avons 5 dans le milieu de l'alimentation, donc cuisine du marché, qui est des cours de cuisine un peu plus actuels que la cuisine de base, service de la restauration, sommellerie et pâtisserie. Et dans la partie administration, nous avons soutien informatique, coiffure, on a lancement d'entreprise, vente conseil, représentation et soutien informatique. Ouais. Donc, c'est des cours professionnels. Les critères d'admissibilité, c'est quoi? Souvent, ça dépend évidemment de la formation, mais on parle souvent de secondaire 3, 4, 5 à peu près? Exactement. Donc, tout dépendant. Donc, sur notre site, c'est bien expliqué. Ouais. Donc, on a des programmes qui demandent seulement un secondaire 3, d'autres un secondaire 5, ou même si on va, par exemple, en cuisine du marché, qui est un ASP, donc c'est-à-dire un cours un peu plus poussé, mais à ce moment-là, il faut avoir le premier DEP en cuisine pour pouvoir poursuivre la spécialisation. Évidemment, est-ce qu'il y a un contexte, parce que des fois, il y a des gens qui nous écoutent qui veulent retourner à l'école, mais il y a un contexte de familial, on doit, surtout dans un contexte d'inflation, pouvoir payer les billes à la fin du mois. Donc, est-ce que c'est possible une alternance travail-études, par exemple, ou pour l'instant? Dans certains programmes, nous en avons. Dans d'autres programmes, c'est en formule individualisée. Dans d'autres programmes également, c'est en ligne pour ceux qui veulent l'être ou en classe s'ils veulent l'être. Donc, c'est vraiment, il y a une grande flexibilité au niveau de nos programmes. Évidemment, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est qu'à la fin de l'été, vous allez être dans des nouveaux locaux. Oui! Hey, on l'a pris presque, pas en primaire, mais quand même, on a une belle petite primeur ici. Donc, vous allez quoi, déménager les 4 pavillons en un seul? Exactement. En ce moment, nous sommes, comme vous dites, dans 4 pavillons différents, des pavillons, des fois pas toujours adéquats ou pas optimales. Et là, on s'en va dans un édifice au coin de la 15 et la 440, donc un endroit très facile d'accessibilité et pour accueillir tous nos programmes à ce moment-là. Est-ce qu'il y aura dans ces nouveaux locaux peut-être possibilité d'admettre plus de gens par cohorte dans les différents programmes, plus d'espace, donc je me dis peut-être qu'il y a plus de possibilités? Ou... C'est sûr qu'en amenant tous nos programmes ensemble, nous allons pouvoir jumeler aussi des programmes. Donc, on sait que certains étudiants aimeraient faire 2 programmes simultanés. Donc, par exemple, service de la restauration et sommellerie, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, ça va le permettre, puisque nous allons être dans la même bâtisse, une bâtisse toute neuve, actuelle. C'est sûr que c'est très excitant. Bien, mettons que les élèves aussi, je ne sais pas, il y a une sorte de peut-être, des fois, c'est des petits détails, on le sait, mais la motivation aussi scolaire, la motivation, le dépassement de soi, ça peut aller dans ce genre d'espace-là aussi. Peut-être pour les professeurs également, ni plus ni moins, c'est un côté pédagogique qui peut se retrouver rehaussé. Très intéressant notre conversation. Tout ce qu'on a jasé, évidemment, est au bas de l'écran. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Ça me fait plaisir. Merci. Ce livre que j'ai entre les mains retrace la carrière professionnelle et personnelle de Jean-Pierre Ménard, qui est un avocat, évidemment, bien connu pour plusieurs causes ici au Québec. Donc, ce livre, Le missionnaire du droit, de la journaliste et autrice Ariane Lacourcière qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment est venue cette idée de construire cette biographie de Jean-Pierre Ménard? Bien, en fait, il y a quelques années, Mac Ménard avait été malade, il avait eu un cancer, puis dans la foulée là, de cette maladie, je l'avais interviewé avec ma collègue Caroline Toussaint pour faire revenir un peu là, sur les événements, discuter avec lui. Puis là, au fil de cette entrevue-là, on discutait un peu, puis en fait, je me rendais compte un peu du nombre de causes au fil des ans que Maître Ménard avait piloté en santé. Moi, je couvre la santé depuis toute une quinzaine d'années à la presse, puis je compte plus le nombre de fois où je m'étais retrouvée dans le cabinet d'avocat pour avoir une conférence de presse sur différents sujets. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, cet homme a quand même eu une très longue carrière dans la défense des droits des patients. Ça pourrait être intéressant, de remonter le fil. À l'époque, j'avais pas démarré le projet sur le champ, mais bon, d'une chose à l'autre, j'ai fini par lancer le projet, puis en parler là, avec Mac Ménard, puis ça s'est allé de l'avant. Mais c'était vraiment une accumulation là, d'événements importants dans le domaine de la santé. Et est-ce que vous avez convenu avec M. Ménard, finalement, de pair avec ce que vous vouliez mentionner? Vous aviez un peu le champ libre de la façon dont aussi vous vouliez raconter ce qu'il a vécu, finalement, en tant que personnellement et professionnellement, finalement?
Ben, en fait, dans le jargon, je dirais des livres, Oui. c'est une biographie autorisée, là. Donc, c'est sûr que Mac Ménard était au courant du Oui, projet. tout à fait. Puis il m'a accordé d'ailleurs là, plusieurs très, très, très longues entrevues. Mais je peux pas dire qu'il a été très contraignant. En fait, là, il m'a imposé aucune contrainte sur quoi dire, quoi ne pas dire. J'ai interviewé autour d'une centaine de personnes aussi pour mettre de la chair autour de l'os, revenir là, sur les grands dossiers, puis avoir vraiment les visions de tout le monde. Donc, oui, il était au courant, mais j'ai eu aucune contrainte éditoriale là, par rapport au contenu. Oui, parce que parfois, c'est ça. Certains ouvrent, évidemment, quand c'est autorisé, mais des fois, il y a certaines directions ou certaines limites qu'on impose dans peut-être certains dossiers. Puis je me disais peut-être que compte tenu que c'est des causes quand même qui ont été parfois, oui, mentionnées, mais parfois ça implique d'autres personnes, surtout quand c'est sur le plan d'affaires comme par exemple Joyce Echaquan. C'est des sujets des fois qui s'avèrent un peu plus délicats ou sensibles aussi, toujours dans l'espace-temps qu'on vit actuellement. On n'a qu'à penser au scandale du CHSLD aussi, Saint-Charles-Borromée également. Et justement, en parcourant le livre aussi, je ne connaissais pas cette histoire-là des années 80, quand 88 patients, finalement avec une déficience intellectuelle là, au pavillon Saint-Théophile, qui ont été victimes d'abus par les employés des années 80. Donc, pour vous, de pouvoir aussi raconter ces histoires-là, est-ce que vous pensiez aux victimes? Est-ce que c'était un souci aussi d'y aller, oui, de façon avec rigueur, mais en même temps, parce que j'ai trouvé que vous y alliez d'une belle façon, en ce sens où il y avait une belle sensibilité dans votre écriture aussi. Oui, puis en fait, moi, je dirais que journalistiquement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est aussi de voir à quel point l'histoire se répète. Parce que là, vous parlez du pavillon Saint-Théophile à Laval, où est-ce que justement, c'était un centre qui hébergeait des personnes avec des déficiences intellectuelles et où le propriétaire, dans le fond, en a abusé financièrement notamment, puis on traitait pas très bien ces personnes-là. Et ce centre, pourtant, était sous contrat avec le gouvernement. Et donc, c'était un peu, il y avait une immense enquête de la Commission des droits de la personne à l'époque. Maître Ménard représentait les patients et leurs familles. Mais quand je suis tombée sur ce dossier-là, j'ai quand même fait un parallèle parce que durant l'écriture, on était pendant la pandémie et il y a eu ce cataclysme CHSLD Héron durant la pandémie où justement on avait plusieurs personnes âgées qui sont décédées dans des conditions vraiment pas très drôles dans un CHSLD privé qui était sous contrat avec le gouvernement. Donc, je pouvais pas m'empêcher de me dire, mon Dieu, parfois l'histoire se répète quand même. Puis je trouvais que c'était intéressant de voir peut-être de tirer des leçons parce que dans ce cas-ci, ben, peut-être qu'on peut dire on n'a pas tiré de leçons, mais il y a d'autres causes dont je parle dans le livre où justement les choses ont avancé puis on est ailleurs aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, il y a aussi cette cause-là, lorsqu'on a permis d'obtenir l'aide médicale à mourir, ça aussi, c'est quelque chose qui... Est-ce qu'on peut dire que c'est Je sais qu'il a mené plusieurs combats dans sa vie, M. Ménard, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le combat d'une vie sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec l'aide médicale à mourir, mais vous comprenez, c'est quand même l'une de ses grandes batailles, là. Oui, c'est vraiment puis une des plus récentes, je dirais, et sur laquelle peut-être il y a eu un rôle à jouer dans une grande avancée, là, parce qu'on se souviendra, c'était la cause Gladu-Truchon, là, qui est appelée comme ça dans le domaine juridique, où ces deux citoyens ont décidé de contester des dispositions pour avoir droit à l'aide médicale à mourir, même s'ils n'étaient pas considérés en fin de vie. Donc, cette cause-là qui était portée par ces deux patients-là et Maître Ménard et son équipe a quand même vraiment permis de poser un jalon dans ce dossier-là qui est très, très, très complexe. Mais oui, Maître Ménard identifie clairement cette cause-là comme étant assez charnière dans sa carrière, avec d'autres causes plus connues, moins connues, mais celle-là, définitivement, il y a le sentiment d'avoir posé sa petite brique là, dans le grand phénomène aide médicale à mourir. Ouais. Derrière les causes, M. Ménard, on comprend, dans votre livre, est un homme quand même déterminé. Est-ce qu'on peut dire entêté? Pour réussir à mener ces combats-là, il faut qu'il y ait un peu de ça de façon humaine aussi derrière les causes qu'il a défendues, là. Tout à fait. C'est quand même vraiment un trait de sa personnalité. Il n'était pas nécessairement dans cette business-là pour se faire des amis. Je sais, puis d'ailleurs, c'est rapporté dans le livre, il ne faisait pas nécessairement à l'unanimité, mais ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes que c'est le cas. Puis je dirais, il y a des médecins, entre autres, qui ont eu à se défendre contre lui. Il y a beaucoup de collègues avocats qui se sont retrouvés contre lui. Il y a des différentes personnes qui ont travaillé
travailler avec lui. Donc, il y a plusieurs personnes qui apportent différentes facettes de sa personnalité. Mais je dirais que peut-être le fil conducteur de la carrière de Mike Ménard, c'est vraiment une espèce de souci de se placer du côté des patients. Vraiment, là, c'était le leitmotiv de sa carrière. Puis ça, il était vraiment très déterminé à défendre cette cause-là. Ouais. Vous avez évoqué un peu en prémisse de notre conversation son cancer, justement. Je pense qu'il s'est vu donc diagnostiqué en 2018, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il va bien maintenant, pour M. Ménard? Est-ce que tout va mieux pour lui? Ben, j'aimerais le laisser répondre. C'est quand même sa vie privée, mais je vous dirais que moi, il a d'ailleurs donné des entrevues dernièrement à la sortie du livre, donc oui, il est en forme. Parce qu'on veut l'avoir avec nous longtemps pour continuer évidemment à défendre la position notamment dans le domaine de la santé, parce qu'on l'a vu, il est essentiel. Alors, et ce livre est essentiel peut-être pour comprendre je trouve en tout cas notre Québec puis notre système de santé actuel. Donc, c'est un livre qu'on peut se procurer partout aux éditions La Presse, soit Jean-Pierre Ménard, le missionnaire du droit. Un personnage qui a été peut-être dans l'ombre, mais dans la lumière, mais qui dans l'ombre aussi a été tout aussi vraiment intéressant et fascinant à découvrir. Merci beaucoup de votre conversation. Puis, évidemment, on peut se le procurer donc à nouveau un peu partout, ce livre-là, Jean-Pierre Ménard, le missionnaire du droit. Merci beaucoup, Ariane Lacourcière. Merci. Madame Weng. Madame Weng. Madame Weng, vous êtes avec nous? Vous avez toute mon attention. Vous voyez seulement ici un tas de chiffres et de paperasses ennuyeuses. Moi, j'y vois une histoire. Et ça ne s'annonce pas bien. Ça ne s'annonce pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Nicolas Vincent Poirier, salut! Salut Alex! On vient de voir un extrait d'un des grands films qui a été lauréat dernier aux Oscars. On pourra en parler un peu plus loin, mais évidemment, ce qui retient notre attention tout d'abord, c'est ce film que tu as sélectionné pour nous cette semaine. C'est quoi, un Frisson 42? Oui, c'est Scream 6. Écoute, oui, rendu là, ils vont sûrement faire un Scream 42 à un moment donné. Écoute, je ne sais pas pour toi, Alex, mais moi, c'est une de mes franchises préférées des Scream. Ben, c'est d'ailleurs la franchise qui, depuis les années 90, tu sais, on a eu dans les années 80 des films cultes d'horreur qui se sont implantés jusqu'à nos jours, mais c'est à peu près la seule des années 90 qui a traversé le temps, là, celle de Frisson, là, de Scream, c'était mieux. Là. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que ça a été créé par le maître de l'horreur, Wes Craven, qui a réalisé les premiers Freddy, qui a créé les Freddy. Et dans les années 90, eh bien, tous les films de style slasher comme ça, c'était en train de passer, la mode changeait. Et il a trouvé la façon de réinventer le style. Et c'est une des raisons pourquoi ce film-là, cette franchise-là continue à travers le temps, parce que on aborde les clichés des films d'horreur tout en étant, une histoire de film d'horreur. Et moi, c'est ce qui vient me chercher le plus là-dedans, c'est évidemment le mystère autour de à chaque film, mais qui sont les meurtriers, évidemment. Moi, personnellement, mon préféré reste le premier Scream, mais en second, c'est égal entre Scream 2 et Scream 6. C'est un de mes préférés de toute la franchise. Et derrière le succès de cette franchise-là, on peut s'entendre aussi que je pense qu'on n'avait pas eu de personnages aussi forts, de slasher, de tueurs, appelle-le comme tu veux, depuis peut-être Halloween, depuis Michael Myers. Dans ce sens où Ghostface, son visage, on le voit à chaque Halloween. Donc, il y a aussi l'imaginaire qui s'est créé autour du film qui, je pense, contribue à la volonté non seulement du succès des films, mais aussi de pouvoir répéter la franchise sur le long terme. Oui, et justement, Alex, ce que tu as dit par rapport au personnage de Ghostface, OK? On pense à Scream, on pense à Ghostface, mais aussi Neve Campbell, évidemment, qui n'est pas là dans ce film-ci. Pourquoi? Eh bien, c'est un peu la même raison, on présume, pourquoi est-ce que Sylvester Stallone n'a pas été dans le dernier Creed. C'est une question d'argent. Elle demandait
un cachet, parce que oui, rendu là, elle a joué dans toutes les Scream et son cachet mérite d'être augmenté. Jusqu'à quel point elle a demandé une augmentation, on ne sait pas, mais les producteurs ont préféré ne pas la mettre dans celui-ci. Et le fait qu'elle ne soit pas là, c'est sûr que moi, il manque quelque chose, mais en même temps, sans mettre de spoiler, de la manière qu'ils l'ont abordé, le fait qu'elle n'est pas là et l'histoire en général, oui, ce Scream-là, c'est correct, il n'y a pas de problème si Neve Campbell n'est pas là. Évidemment, je suis sûr qu'elle va revenir dans un prochain film parce qu'il va en avoir d'autres. Là. Le film a rapporté 44 millions dans sa première fin de semaine en Amérique du Nord. Je te connais, mon Nico. Je te connais. Je sais pourquoi tu tripes sur ce 6-là. Vas-y. Parce que je pense que plus que jamais, on voit l'hémoglobine. C'est probablement un des plus sanglants de la saga de Frisson. Celui-là, là, pour ceux qui aiment le côté gore, parce que je sais que tu aimes le côté gore, mon tabarnoun, je sais que tu es servi, toi, là. Oui, et aussi, il ne faut pas oublier, ce film-là a été tourné à Montréal. Il a été tourné l'été passé à Montréal et le film s'est produit très, très, très rapidement parce que celui en 2022, le Scream 5 a performé mieux que prévu. Là, on parle de 137 millions de dollars au box-office avec un minuscule budget de 24 millions. Et bien là, on s'est dépêché à en faire un 6e et le 7e, évidemment, bon, il va s'en venir très bientôt, je suis sûr. Est-ce qu'ils vont en faire un par année? Je ne le sais pas. Mais par contre, la manière que, disons que Scream, le 4 en 2011, on sentait que c'était un petit peu essoufflé. Et là, ils ont vraiment trouvé la twist, le petit quelque chose que, OK, ils ont réussi à se réinventer avec des nouveaux personnages. Les deux personnages principaux du film, Jenna Ortega et Melissa Barrera, sont excellentes dans leur rôle. Ces deux héroïnes que j'adore, autant que le personnage que Neve Campbell interprète, mais bon, pour des raisons différentes, mais ces deux-là, j'espère qu'ils vont continuer dans la franchise. Et Courtney Cox qui est de retour dans ce film-là aussi, quand même, qu'on a vu dans plusieurs. Alors au moins, ce n'est pas tous les personnages qui ne sont pas de retour, quand même, elle qu'on a pu voir dans les premiers volets de la franchise de Frisson, donc de Scream. Il nous reste quand même un peu de temps. Je veux t'amener sur le sentier, puis je le disais en prémisse de notre conversation sur les Oscars, parce que c'est un petit peu sans surprise qu'on a pu voir là, Everything Everywhere All at Once l'a emporté dans la plupart des catégories. Et justement, celle qu'on a connue dans un film d'horreur, pour faire un peu de pouce là-dessus, Jamie Lee Curtis, qui a été récompensée de son premier Oscar en 45 ans de carrière comme meilleure actrice de soutien. Est-ce que pour toi, ces 7 Oscars s'avèrent complètement mérités pour ce film? À mon avis, oui, totalement. Parce que, pour moi, quand j'ai vu Everything Everywhere All at Once, j'ai été surpris et il y a une touche de fraîcheur dans cette histoire-là, de la manière que les personnages sont amenés. À la fois, c'est une histoire dramatique, il y a de l'humour, il y a de la science-fiction, il y a un petit peu de tout, sauf évidemment du gore. Mais sinon, je veux dire, c'est rare qu'on voit ce type d'histoire-là amenée au grand écran parce que juste une comédie peut se péter la gueule très, très, très facilement. Il y a tellement de styles d'humour et on peut se péter la gueule avec ça. Mélanger le drame et la science-fiction, on embarque dans quelque chose d'assez complexe. Donc, juste au niveau du scénario, de la réalisation, les Oscars sont extrêmement mérités et d'aller dans un sentier qui n'a pas encore été battu, quelque chose de nouveau. Oui, le multivers, Marvel est en train de le faire, mais pourtant, ça fait combien de films et de séries télé que Marvel essaye de nous faire gober, de nous faire comprendre à quel point le multivers chez eux, ben c'est le fun. Everything Everywhere All at Once, dans un film, on voit le multivers dans cette histoire-là qui n'a pas rapport avec Marvel. Et c'est une vulgarisation, je trouve, parfaite de ce que peut être un multivers. Mais moi, au-delà de ça, je trouve que ça nous réconcilie avec ce que devrait être le cinéma, c'est-à-dire, et ce que les gens se déplacent de moins en moins dans les salles obscures, mais ce que devrait être, et ce qui était à la belle époque, la période de l'âge d'or, le cinéma, c'est-à-dire un cinéma qui est créatif,
qui est imprévisible. Et c'est ce que représente justement, tu l'as bien décrit, le film d'ailleurs qui est disponible partout sur les plateformes de visionnement présentement. Là, si vous avez par exemple un câble distributeur, c'est sûr qu'il est dans le service sur demande, que vous pouvez le retrouver très facilement pour ce film-là. Et je veux quand même aussi qu'on parle de Brendan Fraser et de Well, parce qu'il y a Adrien Moreau, qui est un Montréalais d'origine, qui a un Oscar pour son rôle de maquilleur, lui qui a confectionné le visage et qui a été partie intégrante des effets spéciaux qui ont été louangés pour ce film-là. Et Brendan Fraser, tu l'avais déjà dit dans notre émission, tu étais déjà un devin, mon cher Nico, parce que tu avais prédit qu'il allait remporter la statuette du meilleur acteur. C'est assez incroyable, sa performance dans The Well. Et je pense qu'on se réjouit pour un gars qui a eu des années noires pour Brendan Fraser, là. Bien, tout à fait, des années noires. Écoute, il y a eu des problèmes de santé à cause d'accidents qui s'est passé pendant le tournage du film La Momie, un problème de dos. Et avec ça, ben, Brendan Fraser a toujours été un excellent acteur. Et la raison pourquoi on le voyait moins au cinéma, c'est pas parce qu'il était mauvais, c'est que ben, ces têtes d'affiche-là, on les met en tête d'affiche parce qu'ils rapportent de l'argent au box-office, pas parce qu'ils sont bons ou mauvais. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rapport avec ça. Donc, dès que ces performances au box-office commencent à diminuer, eh bien là, on le voit de moins en moins au cinéma et moins on le voit, moins il est en demande. Et bon, ça fait boule de neige. Et on rajoute ces problèmes de santé en plus. Et d'autres problèmes qu'il y a eu avec des gens à Hollywood, là. Donc, tu mets tout ça ensemble, disons qu'il était vraiment au fond du baril pendant très longtemps et il a réussi à remonter, je veux dire, oui, le réalisateur Darren Aronofsky, c'est un excellent réalisateur qui dirige très bien ses comédiens. On pense au film The Wrestler avec Mickey Rourke, qui a aidé à faire remonter la carrière de Mickey Rourke il y a une dizaine d'années de ça. Donc, Aronofsky, il est excellent et lui, ça y a pris. Aronofsky, c'est un projet qu'il avait depuis très longtemps, mais il n'était pas capable de trouver le bon acteur. Ça y a pris des années avant finalement de rencontrer Brendan Fraser puis de cliquer. Ah, c'est lui. Et à partir de là, ce projet-là de Whale était en suspens jusqu'à ce qu'il trouve son acteur. Il l'a trouvé et on voit le résultat aujourd'hui. Et c'est disponible dès maintenant partout. Merci beaucoup, Nico. Merci, Alex. Je suis très heureux d'accueillir de façon par le truchement de la technologie l'auteur Brian Perrault, connu pour l'univers d'Amos d'Aragon, publié dans plusieurs langues partout à travers le monde. Mais là, on va parler d'un tout premier roman d'horreur. Brian Perrault, bonjour. Bonjour. Bien sûr, vous êtes l'auteur, donc, et ça, c'est dans la section du conte interdit chez l'éditeur ADA, donc de La Bête du Gévaudan. Pourquoi ce premier livre d'horreur à ce moment-ci de votre carrière, quand même, après avoir publié plusieurs ouvrages? Ça vient de trois voies différentes. La première, l'éditeur des contes interdits qui m'a demandé pendant 1 an et demi si je voulais participer à la série. C'est à quoi je lui répondais bien poliment que merci beaucoup, mais non, j'ai pas d'histoire et puis tout ça. 2, un cancer que j'ai traversé qui m'a plongé dans les ténèbres. Et 3, l'envie de parler de cette angoisse-là lorsque l'on traverse les ténèbres. Cette chose-là qui nous parle à l'oreille, qui nous réveille la nuit et qui nous dit qu'on ne sera pas les gagnants. Et ces 3 choses-là, accumulées l'une à côté de l'autre, ont fait que j'ai trouvé la voie et OUX du roman. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je me permets de vous demander, là, ça va bien sur le plan de... Oui, absolument. Tant mieux, je m'en réjouis, puis pour les gens, évidemment, qui nous écoutent actuellement. Et justement, cette bête du Gévaudan, parce que c'est une légende, je pense, européenne, la bête du Gévaudan. Ça fait partie du folklore français au 18e siècle. Une bête dans la région du Gévaudan. En fait, on dit une bête, mais on ne sait pas. Quelque chose se met à tuer des bergers, se met à tuer des gens qui vont au champ. Puis à tuer, mais de façon vraiment violente. Il y a des mains qui sont coupées, arrachées, il y a des têtes qui revolent. Bon, on se demande ce que c'est. Puis, pendant quelques années, on va essayer de trouver la bête, de trouver la chose, puis finalement, un jour, ça arrête. Puis, on ne sait pas trop ce qui a tué. Donc, je suis parti de ce
conte-là ou de cette légende-là pour créer mon propre monstre à moi qui à l'image du cancer, envahit le corps de la créature principale. Ouais. Il envahit le corps du personnage principal et lentement lui fait pourrir, mais pas le corps, l'âme. Ouais. Donc, voilà. Bien, justement, le personnage, donc, on parle de Kevin, et comment vous avez réussi à trouver, disons, le filon ou parce que le mal peut s'incarner de multiples façons. Donc, pour vous, ça a été quoi le déclic pour le moderniser ou l'amener de manière plus contemporaine, ce conte-là, cette légende-là? Il y a un truc qui existe dans les histoires de loup-garou, c'est la métempsychose. La métempsychose, c'est une âme qui appartient pas à un corps en particulier et qui voyage d'un corps à l'autre et qui peut se matérialiser aussi et qui nous envahit. Fait que je suis parti de ce phénomène-là que l'on retrouve dans plusieurs histoires de loup-garou et pour en faire justement la bête du Gévaudan, cette chose qu'on identifie mal, qu'on ne sait pas trop comment décrire, mais qui nous rentre à l'intérieur du personnage et qui se met à lui parler. Alors, tout le roman, c'est cette voix, cette créature qui lui parle à l'oreille, qui lui dit des choses et qui lentement le fait de plus en plus sombrer. Oui, puis vraiment, j'invite les gens à lire parce que, en tout cas, moi, c'est un livre qui m'a fasciné et je voulais savoir pour vous, est-ce que, vous l'avez dit, puis je reprends un petit peu vos mots, mais vous avez traversé un peu les ténèbres à votre façon, avec ce que vous avez vécu, notamment la maladie. Est-ce que votre perception, votre façon de voir l'horreur, en plus, après l'avoir écrit, l'avoir décrit aussi dans ce livre-là, est-ce que pour vous, il y a une issue à ça? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'il y a des certitudes aussi? La certitude que j'ai, c'est que l'être humain est un être capable de créer l'horreur beaucoup plus souvent qu'autre chose parce que, pour plusieurs raisons. Parce que, tu sais, l'horreur, la littérature qui parle d'horreur, ça sera toujours en dessous de la réalité. Tu sais, la réalité est pire parce qu'elle est réelle, elle est vraie. L'autre, c'est une histoire. Fait qu'un gars qui rentre dans un autobus pour rentrer dans une garderie à Laval, ça, mon ami, c'est de l'horreur. Littéralement. Quelqu'un qui est au Texas prend un fusil puis rentre dans une école et tue des enfants, ça, c'est de l'horreur. Quelqu'un qui est assis à Kiev, qui prend un café avec ses chums ou une bière, qui écoute n'importe quel match de hockey puis qui a une bombe qui tombe sur la gueule, ça, c'est de l'horreur. Donc ça, ma certitude en écrivant ça, c'est que l'humain est capable du meilleur, mais certainement capable du pire. Oui, je pense que vous l'avez bien indiqué. Et est-ce que c'est un genre littéraire que vous aimeriez continuer à exploiter? Parce que je le dis, c'est votre premier roman dans cet univers-là, plus d'horreur. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris goût et que vous aimeriez encore peut-être trouver une autre histoire pour nous en apporter de nouveaux livres éventuellement? Ouais, je sais pas trop. L'éditeur aimerait beaucoup que je continue dans cette voie. J'aimerais beaucoup aussi. Merci. Celui-ci me propose des projets, mais il faut vraiment que, si je devais continuer, il faut vraiment qu'un projet m'emballe et que je puisse avoir... Tu sais, parce que c'est quoi la littérature? C'est mettre en scène la complexité sociale et émotive de l'être humain. Alors, comment je fais dans l'horreur pour mettre en scène cette complexité sociale et émotive? Là, dans La Bête du Gévaudan, c'est une complexité émotive, on le sent bien, c'est ça. Mais comment je fais pour ça? Alors, il faudrait que je trouve les bonnes pistes. Et si j'ai ça, oui. Sinon, je fais pas de l'horreur pour faire de l'horreur. Tu sais, j'ai envie de raconter une bonne histoire. C'est ça le premier but. Puis si on la catégorise comme horreur, ben elle sort de l'horreur. Mais j'ai envie de trouver les pistes d'une bonne histoire. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans la vie. Bien, justement, est-ce qu'il y a une bonne histoire dans votre tête actuellement que vous êtes en train d'écrire? Est-ce que vous travaillez sur des nouveaux projets? Ben, j'ai lancé une série jeunesse qui s'appelle La légende marvinienne. Là, je suis en train d'écrire le tome 4. Fait que je suis pas mal là-dedans. Puis je verrai ensuite, je vais continuer cette série-là jusqu'au tome 6. Fait que là, on est là. Mais ça m'empêche pas de prendre d'autres projets parce que La légende marvinienne, c'est à long terme. Je peux décaler un peu un roman. Puis tout ça. Donc voilà, pour l'instant, je suis là. Ben, en tout cas, grand plaisir de vous avoir parlé. Je rappelle, dans la section Contes interdits de l'éditeur ADA, La Bête du Gévaudan, c'est disponible partout. Merci beaucoup, Brian Perrault, de nous avoir parlé. Merci à vous.
Je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez acheminer vos questions, vos commentaires, vos suggestions sur le tvrl.ca. Autre façon de vous exprimer sur notre page Facebook pour retracer toutes nos émissions. Super simple, allez sur notre chaîne YouTube. Je veux remercier tous les artisans qui contribuent à cette émission. Jacques, également Yannick, Daniel, Tommy, Alain à la réalisation, de même que Manon à la recherche. Et n'oubliez pas, supportez-nous également avec notre bingo tous les dimanches dès 9h30. 3 500 $ cette semaine à gagner pour le gros lot, mais sinon 2 250 $ aussi pour la carte pleine. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. On se dit à très bientôt.